7 avril 1994, 7 avril 2024, à l'occasion des 30 ans du génocide des Tutsis, retour sur cette tragédie et sur les mécanismes de reconstruction à travers l'œuvre d'un écrivain qui s'est rendu au pays des mille collines. Son roman, Souveraine magnifique, sur la logique mémorielle, a obtenu en 2015 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Bonjour Eugène Baudet. Bonjour, chère Denise Epoté. Votre récit est celui de votre rencontre en 2000 avec Souveraine magnifique et Doliba, la vache qu'elle co-gérait avec le bourreau de ses parents. 24 ans plus tard, que retenez-vous de vos conversations, des souvenirs et des confessions de la jeune femme qu'elle était? La douleur, la souffrance, l'une étant physique, l'autre morale. Elle ne s'évacue pas facilement, tout le monde en a conscience. Elle transite du coup par les oreilles qui sont tendues vers ce que des victimes ont vécu, vers une histoire tragique, et puis les mécanismes qui peuvent s'opérer pour que la guérison soit au rendez-vous, ou en tout cas que la compassion et l'envie de continuer malgré tout à vivre ne vous fassent pas sombrer. Et les victimes, je suppose aussi les bourreaux et nous autres pauvres témoins. En 2000, quand vous avez effectué le voyage, vous déclariez: je me suis rendu au pays des mille collines pour entendre, pour comprendre, et en m'interdisant de juger. Qu'avez-vous compris à ce moment-là? Lorsque je suis arrivé au Rwanda, il faut d'abord le rappeler, c'était grâce à une entreprise de redressement initiée par deux Africains à Lille, Noki Djedanoum et Maïmouna Koulibaly, étaient des organisateurs culturels qui souhaitaient continuer l'œuvre d'Alioune Diop, c'est-à-dire d'une présence africaine. Et puis le traumatisme que nous connaissons a eu lieu et tout de suite ils se sont mobilisés pour que des écrivains aillent écrire par devoir de mémoire. Tel était le principe initial. La question m'a été posée de rejoindre le groupe, les écrivains qui avaient accepté d'y participer. Il y avait Tierno Molenembo, Véronique Tadjo, Monique Ilboudo, Abdourahmane Ouaberi, Benjamin Chehen, Boubacar Boris Diop et d'autres que je ne pourrais tous citer ici, qu'ils me le pardonnent. Je ne pouvais pas à l'époque passer plus de 3 semaines, voire 2 mois comme il l'exigeait pour être en résidence d'écriture. Il se souvenait que j'avais écrit dans le journal Libération un texte en 1994 intitulé Où étions-nous le 6 avril? Cette question me concernait moi-même. Cette question concernait l'ensemble des voisins, l'ensemble des Africains et de la communauté internationale qui n'avait pas arrêté la main des bourreaux. Donc je me sentais, si vous voulez, coupable. C'était le poids de la culpabilité qui, au fond, lorsque des livres ont été donc écrits et publiés par l'organisateur Fest Africa, ces organisateurs sont revenus vers moi en disant: vous n'avez pas écrit, mais nous souhaitons que vous soyez un témoin des livres qui vont être diffusés et vous pourrez peut-être aussi par après écrire. C'est dans ce contexte que je suis allé au Rwanda et que, à la faveur des échappées, si je puis dire, nocturnes, pour quitter l'hôtel, pour quitter la mémoire des lieux traumatiques que nous avions visités. Et je suis tombé, je dois dire plus tard, hein, ce n'était pas tout à fait en 2000,
Plus tard, lorsque je suis allé retourner au Rwanda pour enseigner, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Souveraine. Souveraine parce que c'est son nom que je traduis ici en français. Mais en rwandais, c'est Souveraine. Et magnifique parce que les Rwandais ont le génie de la nomination. Et voilà comment je l'ai rencontrée et elle m'a foudroyé par ce qui lui est arrivé. Alors, vous êtes intrigué, Eugène Ebaudet, par le verdict du tribunal traditionnel, hein, les tribunaux Gachacha, comme on les appelait, qui impose à Souveraine Magnifique de co-gérer Doliba, la vache, avec les bourreaux de ses parents. Une vie après la violence extrême et dévastatrice est donc possible pour les victimes. Elle est possible sous conditions. Et l'une des conditions de la gachacha, c'est qu'il fallait rompre avec le cycle de l'impunité parce que le génocide qui a lieu et qui a frappé les Tutsis en grande majorité, mais aussi ce qu'on a appelé les Hutus modérés, en gros, on a oublié d'y ajouter les justes. Et ce que j'ai appris au Rwanda précisément, c'est qu'il y avait une communauté très minoritaire, celle des musulmans, qui se sont interposés. Ces musulmans se sont interposés, ont choisi leur camp et on ne l'a pas souvent dit et j'ai découvert donc c'est parmi les justes il y avait eu cette minorité peut-être d'1,5% qui a choisi le côté de l'humanité, l'humaine condition et du secours à celui qui était victime. Eh bien, la main du bourreau les a emportés. Vous parliez de la gachacha. Ce que j'ai appris, c'est que si elle devait rompre précisément avec le cycle de l'impunité, elle avait aussi en arrière-plan le besoin de réconcilier. Et c'est ce besoin de réconcilier qui a fait en sorte que la justice pouvait passer, le coupable était condamné, mais il fallait faire en sorte que la victime et son ancien bourreau, lorsque la justice est passée, on remet les pendules à zéro, si vous voulez. L'ancien bourreau devait coopérer, donc devait participer de la réconciliation. Et j'ai donc découvert que des organisations non gouvernementales, des associations proposaient soit un lopin de terre entre le bourreau et la victime pour co-gérer, pour cultiver ce lopin de terre, ou alors une vache qui est très symbolique et très importante au Rwanda, servait de médiation, de moyen de se reparler et d'entourer cette vache de toutes les protections et de toutes les conditions pour qu'elle puisse donner du lait et que ce lait soit mutualisé et partagé. Voilà ce que j'ai découvert. J'ai donc compris, et ça sera d'ailleurs aussi un thème que nous utiliserons ici, parce que je vous parle depuis l'université Mohamed VI de Ben Guérir, où nous organiserons précisément un colloque, une conférence le 20 mai prochain, dans laquelle j'interviendrai pour évoquer les transitions possibles entre mémoire traumatique et reconstruction du corps social, je dirais même du corps politique, mais un politique qui traverse la nation rwandaise et qui concerne l'humanité tout entière et bien sûr le continent. Alors, à propos des justes, dans votre livre, Souveraine Magnifique, on pense notamment à Sarah et Souleymane, hein, ce couple de musulmans qui a sauvé la vie à Souveraine Magnifique. Et comme vous dites, on voit cette once d'humanité au milieu de l'horreur. Du Rwanda, vous dites que c'est une nation phénix. Pourtant, votre fiction est à la fois l'exigence d'une vérité et l'impossibilité d'une justice qui rétablisse un ordre qui a toujours été défait entre les Longs, les Tutsis,
et les courts, les Hutus, comme vous les appelez dans votre roman. Oui, il y a même les très courts aussi. On oublie parfois cette troisième composante de la société, de la population rwandaise, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pygmées. Les Toits sont une composante de la population rwandaise et on l'oublie souvent. C'est tel que je désigne par le terme de très court. On les appelle les pygmées. Moi, je les nomme les myrmidons. Et ces myrmidons ont aussi été victimes comme les autres. Et donc, j'ai voulu avoir un regard sur toutes les victimes et bien entendu sur celles qui ont été ciblées prioritairement, c'est-à-dire les Tutsis, c'est-à-dire la différence. Le Rwanda qui analysait ce qui lui est arrivé par les Gachacha nous a également montré que les traditions africaines pouvaient voler au secours d'une modernité encalminée, d'une modernité empêchée, d'une modernité qui d'ailleurs s'était largement fourvoyée. À travers Souveraine Magnifique, c'est tout un pays qui tente de renaître de ses cendres, hein. Les longs et les courts ont réappris à vivre ensemble pour faire nation. 30 ans après, le pari est-il gagné? Il faut aimer le pari, il faut défendre l'idée qu'il l'a emporté, mais que des efforts restent à produire. Et ces efforts à produire concernent la capacité précisément, vous voyez, on parlait de la nation phénix, qui a retrouvé ses forces par sa tradition. Mais elle sait d'où elle vient. Elle n'a pas vu forcément, lorsque le malheur extrême s'abattait sur elle, des secours intra-africains. Et ce sont ces secours intra-africains que moi je souhaiterais ici convoquer pour que l'Union africaine retrouve toute sa place et qu'elle prenne la tâche précisément des intellectuels entre le politique qui définit les grandes priorités, les grands axes, les grandes ambitions, et l'éducatif qui convoque la connaissance, qui convoque la mémoire, qui convoque ce qui est plus précieux en nous, ce qui fait donc harmonie. Donc ces deux institutions doivent coopérer. Et pour l'instant, j'ai le sentiment qu'elles ne coopèrent pas assez. Vous me donnez l'occasion d'en appeler donc à l'Union africaine pour qu'elle se saisisse de cette commémoration tragique pour avancer vers le chemin des coopérations utiles entre politiques, entre intellectuels, entre systèmes éducatifs, pour qu'on ne revive plus ce genre de tragédie. Eugène Ebodé, je vous remercie. C'est moi.